Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal à suivre notamment en vidéo sur nos chaînes Facebook et YouTube. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Alexis, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Comme tous les lundis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous vous intéressez cet après-midi d'abord à la prise à deux, pour filer la métaphore sportive, contre Raphaël Glucksmann, auquel se sont livrés ce matin Léon Defontaine et Manon Aubry. Les têtes de liste respectives communistes et insoumises ont dépeint leur adversaire PS, place publique aux européennes, comme, je cite, un nouveau Hollande, ce qui n'est pas un compliment dans leur bouche, un adversaire dont ils dénoncent le libéralisme. Est-ce que c'est un angle d'attaque, Alexis, qui peut fonctionner face à celui qui rassemble entre 13 et 14% des intentions de vote? Alors vous allez reconnaître là, je pense, la Lacroix touch dans le commentaire politique. On va faire un peu d'histoire politique, d'histoire des idées. La métapolitique. Métapolitique. Fidèle, évidemment, à l'existence de deux gauches irréconciliables sur la longue durée de l'existence de la gauche française depuis le mi-temps du 19e siècle, il y a toujours eu, dans les gauches radicales, communistes et radicales, là nous avons affaire au prototype avec Léon Desfontaines de ce qui reste du Parti communiste, un Parti communiste très recentré d'ailleurs en réalité, hein, vous voyez, qui par beaucoup d'aspects a les positions du Parti socialiste français des années 70. Et la France insoumise qui, elle, n'est pas recentrée, hein, qui est radicalisée, wokisée, indigénisée, antisémitisée. Et nous avons affaire donc à deux tentatives de rejouer quelque chose qui s'est toujours fait. Avant l'affaire Dreyfus, après l'affaire Dreyfus, dans les années 30 bien sûr, qui est de faire feu sur les ours savants de la social-démocratie. Et donc là, aujourd'hui, c'est Raphaël Glucksmann, qui a certes moins d'embonpoint que l'ancien président de la République, qui tient ce rôle, le rôle de l'ours savant de la social-démocratie. Un peu à la surprise générale d'ailleurs. Alors, oui, enfin à la surprise générale, oui, vous avez raison, car, car ni la Macronie, ni la Mélenchonie, et ni évidemment le Parti communiste, n'avaient vu monter ce nouvel astre politique. Hein. Ils pensaient, comme beaucoup de conformistes, je ne veux jamais écouter les conformistes, la plupart du temps ils errent, ils reconnaissent 5 ans après qu'ils se sont trompés. Les conformistes nous expliquent depuis 2017 qu'il n'y a plus d'espace pour le Parti socialiste. Raté, caramba, encore raté. Ils ont tout raté, hein, ces gens-là. Et donc, effectivement, il y a un espace pour le Parti socialiste. Alors, un Parti socialiste qui ne s'appellera sans doute plus Parti socialiste, qui s'appellera peut-être Place publique, qui s'appellera Tous avec Glucksmann, enfin, peu importe. Mais c'est le même espace. Bien. Et donc, effectivement, pour tous ces gens-là, mélenchonistes, macronistes, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Ils voulaient qu'il n'y ait rien entre eux. Et qu'on passe sans transition, si vous me passez l'expression, des figures les plus entre guillemets progressistes des gouvernements Macron à la Mélenchonie. Et à minima garder le leadership sur l'ensemble des gauches. Maintenant, le vide est à nouveau rempli. Et donc, tous ces éditorialistes, vedettes, entre guillemets, de chaînes info, qui allaient répétant le même disque rayé sur la péremption de la social-démocratie en Europe et en France, ils en sont pour leurs frais. La social-démocratie, elle est à peu près évaluée à 13% dans les enquêtes d'opinion. Tout ça, ça les emmerde. Et donc, taper sur Glucksmann en le présentant comme un nouveau Hollande ou comme un défenseur du libéralisme, c'est quelque chose qui peut faire évoluer le positionnement des électeurs? Vous me parlez en termes d'efficacité, moi je vous réponds, mais vous avez raison, bien sûr, c'est eux ont à l'esprit l'efficacité politique. Ils rejouent un vieux disque, en fait, qui consiste à présenter les réformistes, sociodémocrates ou socialistes, comme des mous. Non, comme des mous. D'ailleurs, c'était ce qu'on faisait dans l'ultra-droite ou dans l'ultra-gauche quand François Hollande était président et qu'on l'appelait Flamby. Ou Fraisse des Bois. Pour reprendre l'expression de feu Patrick Buisson. C'est-à-dire les présenter comme des mous. Et ça, c'est un vieux truc des gauches radicales qui consiste à, parce qu'ils sont gênés qu'il y ait des gens moins radicaux qu'eux et qui ont donc évidemment plus d'aptitude potentiellement à accéder au pouvoir d'État ou à exercer des responsabilités gouvernementales. Et donc, il s'agit à toute force de les délégitimer. C'était déjà le cas au moment de Jaurès. C'était évidemment le cas dans les années 30, c'était le cas plus tard aussi, etc. Que n'a pas subi, avant de faire alliance avec eux, François Mitterrand, de la part du Parti communiste, au sommet de son efficacité politique, quand il était à 26 ou 27% dans les années 60 ou 70. Donc, vous voyez, c'est un vieux truc. Donc là, il rejoue le vieux tube de la ringardisation et de la mollisation de la gauche modérée. Et donc, c'est pour les présenter comme des faibles, en fait, fondamentalement. Et donc, là, l'opération de hollandisation de Glucksmann est une opération consistant à le dire, c'est un faible et il n'est pas la vraie gauche. Et vous avez raison, derrière, il y a évidemment toute la sémantique qui revient aussi, qui est intéressante à analyser à la lumière de l'histoire, du social traître. Hein. Comment, chez les communistes, appelait-on les socialistes
aux grandes heures par exemple, de la guerre froide, les sociotraîtres. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire, à mon avis sciemment, parce qu'ils ont quand même un minimum de culture politique et historique qui leur permet de savoir, en quelque sorte, quel est le lexique, quelle est la grammaire qu'ils sont en train de solliciter. Alexis, très clairement, la campagne s'accélère, désormais à moins d'un mois du scrutin, et la majorité présidentielle, de son côté, multiplie les initiatives pour combler le retard entre Valérie Hayé et Jordan Bardella, tout en suivant de près la dynamique Glucksmann. Et c'est dans ce cadre que se tiendra la semaine prochaine un débat télévisé très attendu entre le Premier ministre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous attendez de cet affrontement, Alexis? Et alors même qu'on avance la possibilité d'un débat, ça n'a pas été confirmé, entre Emmanuel Macron cette fois et Marine Le Pen. Alors, je vous réponds en 2 temps. Ouais. Bien sûr. Il nous reste 2 minutes. Bon, alors, on va faire vite. Le débat Gabriel Attal-Bardella va être très intéressant, mais il est dangereux pour les deux. Pour Bardella, parce que ça l'oblige à se découvrir alors qu'il est le leader. Quand on est leader, on a toujours intérêt à ne pas trop débattre. Et pour Gabriel Attal, parce qu'il va être comptable, c'est pas sa faute, mais du passif global d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et évidemment, Jordan Bardella va tenter de lui faire payer l'addition. Donc il va falloir qu'il surtravaille ce débat pour ne pas en sortir victime. Car, rappelons-le, Valérie Hayé, la tête de liste, aussi compétente soit-elle dans son domaine, mais n'a pas su tenir la dragée haute au jeune président du Rassemblement national. Deuxièmement, le cœur du sujet, c'est que Emmanuel Macron, qui sent bien que cette campagne ne prend pas du côté de son camp, de Renew, est en train de chercher l'arme nucléaire tactique. L'arme nucléaire tactique qui renverserait la tendance. Il n'est pas fou, il sait très bien qu'on ne peut pas renverser un tel écart. 32-16, ça ne se renverse pas comme ça. Mais limiter les dégâts, c'est peut-être... Limiter la casse, voilà. Et limiter la casse, c'est d'abord faire en sorte que sa liste, la liste de Valérie Hayé, soit qualifiée devant celle que nous évoquions à l'instant, de Place Publique et de Raphaël Glucksmann et des socialistes. Alors comment on s'y prend? Effectivement... Pour terminer, Alexis. Il pense que sa voix porte. Il n'a pas tort, d'ailleurs, parce qu'il faut dissocier les sondages de la capacité à percuter le débat. Évidemment que le président de la République, s'il intervient dans le débat, notamment sous la forme d'une confrontation télévisée avec, par exemple, Marine Le Pen, et évidemment que ça produira des effets. Ça ne sera pas des effets miraculeux, mais cela produira des effets. Pourquoi? Une phrase, Alexis? Non, mais ça, on peut le lui reconnaître. Je ne suis pas un turiféraire d'Emmanuel Macron, mais il faut le lui reconnaître. Face à Marine Le Pen, il l'a toujours dominée. C'est comme ça. Il est plus intelligent, il a plus de ressorts personnels, de culture, de dialectique, etc. Voilà. Et donc, c'est une carte à jouer. Je pense qu'autour de lui, on commence à songer à cette carte comme, si vous voulez, le joker qu'ils n'ont pas encore sorti, afin de limiter cet écart grandissant entre la liste RN et la liste Renaissance. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous pour cette chronique politique à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi et à demain. À demain, Steve.